Alors bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez. Germain? Oui, on vous entend. Très bien. Alors on va reprendre là où on en était la dernière fois. Peut-être on attend encore quelques secondes et puis parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Je vais vous demander si on avait déjà donné la définition de l'opérateur proximal associé à une fonction. Allô, allô? Oui, on l'a déjà défini. D'accord. Donc ça, on a déjà vu. On a vu que l'itération qu'on se proposait de donner pour définir notre algorithme pouvait s'écrire à l'aide de cette application proximale. Et on avait dit aussi que l'intérêt de cet opérateur, c'était qu'il allait, dans certains cas, pouvoir se calculer explicitement. Est-ce que je vous avais donné cet exercice? Il me semble que non, mais voilà. Il me semble que là, on entame la partie qu'on n'avait pas encore vue ensemble. Dites-moi si vous pouvez me confirmer. Non, vous ne l'avez pas donné. D'accord. Donc, alors je vais vous donner, il y aura quelques petits exercices dans cette séance qui est un peu raccourci par rapport à la normale, parce que j'avais une réunion à laquelle je ne pouvais pas me soustraire juste avant. Donc, d'ici la fin de la semaine, on prendra un créneau d'1 heure et on va s'arranger pour que justement ce soit un créneau consacré à la correction des exercices que je vous donne dans le fil du cours. Donc, avec la définition qui vient d'être donnée de l'opérateur proximal, vous allez essayer de calculer ceux qui correspondent aux fonctions H1, H2 et H3 qui sont données dans l'énoncé. Alors, on va énoncer et admettre le théorème suivant. Si on a une fonction qui est convexe, propre et semi-continue inférieurement, alors pour tout x dans Rn, l'ensemble prox h de x est un singleton. Propriété qu'on utilisera abondamment dans la suite.
Donc, la plupart des problèmes d'optimisation que l'on rencontre en imagerie ou en théorie du signal, les fonctions que l'on optimise sont des fonctions convexes propres et semi-continues inférieurement. Fonctions que l'on minimise. Hein. Vous me dites si je peux tourner? Oui, c'est bon. J'ai juste un truc qui me passe par-dessus la tête en regardant rapidement les exercices. Oui. Du coup, est-ce qu'il se peut que l'opérateur proximal envoie un ensemble vide? Oui, oui, tout à fait. L'argmine a le droit d'être vide. D'accord. Absolument. Donc, le fait d'avoir un singleton, c'est à la fois que c'est non vide et en même temps qu'il y a unicité de la solution du problème d'optimisation dans lequel qui permet de définir hein, le prox H. D'accord? Donc ici, au passage, vous voyez que toutes les fonctions que j'ai données dans l'exercice sont des fonctions d'une seule variable. Hein, c'est le cas n égale 1. Alors, on va étudier quelques propriétés élémentaires hein, de cet opérateur prox. Et on va, pour une fois, faire un calcul donc, vectoriel, mais cette fois-ci avec une constante. On veut calculer donc le prox d'une constante dans le cas vectoriel. Surtout, vous n'hésitez pas à me ralentir hein, si c'est nécessaire. Pour l'exercice suivant, on va regarder donc la fonction h qui est une fonction affine. B est un vecteur constant et C est une constante réelle. Pourriez-vous vous rappeler rapidement sur quoi on travaille par rapport à une image? Donc, par rapport à une image, on travaille sur la régularisation L1 qu'on a évoqué rapidement dans le dernier cours, donc dans lequel on va on va définir des solutions de problèmes d'imagerie via l'optimisation et plus précisément via la minimisation de fonctions composites, dans lequel donc on a une somme de deux fonctions convexes, l'une étant différenciable, donc là on n'a pas de souci parce qu'on sait faire, et l'autre étant non différenciable. Donc l'application qui est une des applications vraiment importantes qui ont motivé le développement de l'algorithme du gradient proximal, c'est justement la régularisation L1, c'est-à-dire, alors pourquoi elle est intéressante en imagerie? Parce que quand on fait ce qu'on appelle de la régularisation L1, on va encourager l'image que l'on reconstruit à avoir un nombre de composantes non nulles, de pixels non nuls aussi petit que possible. En anglais, c'est la notion de sparsity. En français, on dirait parcimonie. Hein, la parcimonie. On va essayer de reconstruire des objets qui ont aussi peu de composantes non nulles que possible.
Donc, par exemple, si on reconstruit une image du ciel nocturne avec des étoiles, donc des zones très ponctuelles, hein, très resserrées, lumineuses, et pour l'essentiel du reste du noir, ça va être un bon critère de régularisation que d'encourager en fait autrement dit le support de l'image, la zone où elle est non nulle, non noire, d'être aussi petite que possible. Ça va aider énormément la reconstruction. Donc encore un exercice, on va calculer l'opérateur prox de la fonction h qu'on a déjà rencontré souvent, hein, depuis qu'on travaille ensemble, qui est la fonction quadratique avec une matrice A qui est symétrique définie positive et un vecteur B constant. Donc ça, ce sont des exercices assez élémentaires. Normalement, vous êtes capable de le faire très facilement. On les corrigera ensemble. Donc, je les laisse à votre soin, justement, parce qu'ils sont très élémentaires. On va par contre cet ensemble dans un instant. Un calcul de l'opérateur prox qui est justement très important à la minimisation. On vous entend plus. Je disais, donc ces exercices-là sont très élémentaires, sont faciles à résoudre. On les résoudra quand même ensemble, mais dans un instant, on va traiter un cas important pour la pratique en imagerie, qui est le cas de la minimisation L1. Vous m'entendez mieux maintenant? Oui, c'est mieux. Vous me dites hein, quand je peux tourner. C'est bon. OK. Alors, on va calculer encore un prox, le h de x, qui est alpha fois la valeur absolue de x. Donc là, vous avez le graphe en tête. Hein. Si vous prenez alpha égale 1, c'est la fonction en v. Et bien sûr, le v est plus ou moins accentué si plus ou moins pointu, si alpha est plus ou moins grand. Donc celui-là, on va le calculer ensemble. Vous me dites hein, si je peux tourner. C'est bon. C'est bon? Donc, pour calculer le prox, on doit minimiser la fonction phi de u, qui est donc 1 demi de u moins x au carré. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, 2 secondes? Oui, comme ça. C'est bon, merci. Donc, la valeur absolue de u, c'est u si u est positif ou nul, et c'est moins u si u est strictement négatif. Hein. Donc, on va chercher à minimiser cette fonction-là. D'accord? Donc, c'est une fonction qui est partout finie.
mais lorsque U tend vers l'infini, vers la droite ou vers la gauche, bien sûr, phi tend aussi vers l'infini. Donc, c'est une fonction qui est coercive. Vous vous souvenez de la définition de la coercivité, donnée au premier semestre. Et comme elle est coercive et qu'on la minimise sur le fermé grand R tout entier, elle admet au moins un minimiseur qu'on va choisir d'appeler U0. Donc U0, c'est un réel où phi atteint son minimum. Ça va jusque-là? Alors, on va supposer que U0 est strictement positif. Si jamais U0 est strictement positif, c'est qu'on est dans cette partie-là et on n'est pas au bord, c'est-à-dire qu'on n'est pas à U égale 0. Et donc, là, localement, la fonction, c'est simplement 1 demi de U moins X au carré plus alpha U. Et donc, si j'atteins mon minimum en U0, c'est que la dérivée de cette fonction-là s'annule. C'est le principe de Fermat. Condition nécessaire d'optimalité. Donc, j'écris que 0 est égal à la dérivée de ma fonction ici en U0. Et donc, la dérivée de cette partie, c'est alpha, c'est une constante. Et la dérivée de cette partie-là, c'est simplement U moins X, évalué en U0. Donc, ça fait U0 moins X. Donc, je dois avoir ceci. Si mon U0 est strictement positif, je dois avoir ceci. Ce qui fait que U0, c'est X moins alpha. D'accord? Et je vois que la condition dont je suis parti, U0 strictement positif, n'est possible que si X est plus grand que alpha. Alors maintenant, je vais regarder le cas où U0 est strictement négatif. Si U0 est strictement négatif, c'est que je suis dans cette portion-là, d'accord, de la droite réelle. Donc, en fait, ma fonction, ici, localement, autour de U0, elle vaut 1 demi de U moins X au carré moins alpha U. Si j'applique encore le principe de Fermat, je dois annuler sa dérivée. Donc, je trouve 0 égale moins alpha. Parce que maintenant, la dérivée, c'est moins alpha, plus U0 moins X. Et donc, je trouve que si U0 est négatif, forcément, U0 s'écrit sous la forme X plus alpha. Et pour que ce U0-là soit strictement négatif, il faut que X soit plus petit que moins alpha. Alors, ce qui reste à examiner, c'est les situations qui correspondent à X compris entre moins alpha et plus alpha. Et là, il n'y a qu'une seule possibilité, puisque j'ai déjà vidé tous les cas où U0 est positif ou U0 est négatif. La seule possibilité, c'est U0 égale 0. Donc, je pars un peu à l'envers, mais je vérifie a posteriori que ma solution, c'est bien ça. C'est cette expression qu'on va comprendre dans un instant. Le prox h de x, c'est x plus alpha si x est strictement plus petit que moins alpha. C'est donc le deuxième alinéa ici. C'est 0 si x appartient à moins alpha plus alpha, fermé. Et c'est cette valeur-là, x moins alpha, si x est strictement plus grand que alpha. Alors, c'est une fonction, donc vous avez une partie plate entre moins alpha et plus alpha. Puis vous avez une partie qui monte comme une rampe,
pour donc les x plus grands que alpha. C'est x moins alpha, c'est une droite affine hein, qui donc fait la suite du segment horizontal. Et à gauche, là, si j'avais un tableau, je vous ferai un dessin. Hein, à gauche, ben, c'est encore une fonction affine qui est de pente 1 et d'ordonnée à l'origine alpha. C'est une fonction qu'on appelle le seuillage doux hein, en théorie du signal et de l'image. Donc ensuite, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez vérifier que c'est bien la même chose que de prendre la partie positive de valeur absolue de x moins alpha et de changer le signe pour la partie négative. Commencez à regarder, tracer ce que c'est que ce truc-là. Donc si vous faites valeur absolue de x moins alpha, vous prenez le v de la valeur absolue de x, vous la translatez de alpha vers le bas. Donc il y a une partie qui passe sous l'axe des x. Ensuite, quand vous appliquez le plus, ben vous tronquez cette partie, vous la laissez à 0. D'accord? Ça vous fait une sorte de V à fond plat. Et quand vous multipliez par le signe de x, ben, la partie qui était à gauche, elle est inversée. Elle part vers le bas au lieu de partir vers le haut. Voilà. Ça vous donne exactement cette fonction-là, définie par 3 tronçons. Vous me dites, hein, je peux tourner. C'est bon pour moi. Alors, un petit théorème maintenant, c'est quand on va regarder en fait des fonctions qui sont définies sur des produits cartésiens. Donc, par exemple, vous pouvez voir Rn comme le produit cartésien de R par lui-même, etc., n fois. D'accord? Et vous supposez que en fait, c'est une fonction en variable séparée. Donc, en fait, la valeur de h en x1 jusqu'à xm, qui est donc un élément de ce gros espace vectoriel-là, s'écrit comme la somme des hk des xk. C'est ça une fonction en variable séparée. Alors, quand c'est le cas, en fait, pour tout x1 jusqu'à xm dans le produit cartésien en question, hein, ce produit-là, l'espace de départ, vous avez que le prox h de x1 jusqu'à xm, c'est le produit cartésien des prox hi de xi. Donc, ce produit-là, c'est un produit cartésien hein, parce que, en toute généralité, l'opérateur prox hi, je vous le rappelle, retourne des ensembles. Hein. Donc, ça, c'est un ensemble en produit cartésien avec un ensemble et ainsi de suite, jusqu'à ce dernier ensemble. C'est bon? Oui. Alors, la démonstration est très simple, donc on va la faire ensemble. Hein. Le prox h de x, souvenez-vous, par définition, c'est l'argmin des 1,5 de norme
de u moins x au carré plus h de x. D'accord? Alors, en fait, la variable u, maintenant, elle se balade dans Rn1, croix Rn2, croix, etc., que je peux identifier avec R à la puissance N1 plus N2, etc., jusqu'à Nm. D'accord? Alors maintenant, cette norme euclidienne ici, bah, c'est la somme des normes euclidiennes de U1 moins X1 au carré, hein, de U1 moins X1, puis de U2 moins X2, puis de U3 moins X3, ben, tout simplement parce que c'est la somme de... On empile des carrés. Hein, d'accord ? Donc ici, je vois que calculer cette argmine-là, c'est la même chose que de... Bah, d'abord, je vais réexprimer cette fonction-là comme la somme de k égale 1 jusqu'à m des 1 demi de uk moins xk au carré, plus hk de xk, parce que ma fonction h est à variable séparée. Et maintenant, si j'optimise par rapport à toutes les variables à la fois, bah, vu que les termes ici dans la somme n'impliquent que les variables individuellement, c'est comme si j'optimisais d'abord par rapport à U1, puis par rapport à U2, et ainsi de suite. Donc il y a une sorte d'indépendance hein, qui intervient là, entre cette écriture globale, cette écriture séparée. Hein, je vois que ici, chaque terme correspondant à un cas fixé ne dépend pas des autres. Donc pour optimiser la somme, ben, j'optimise chacun individuellement. D'accord ? Voilà. Et là, bah maintenant, du coup, bah je vois bien que ce que je vais obtenir, c'est que l'argmine par rapport à chacun de ces trucs-là, je peux l'écrire comme le produit cartésien. Alors attention, mettez-vous ça comme petite note hein, dans la marge. Ce produit-là, c'est un produit cartésien hein, des argmines pour chaque variable séparée. Monsieur, Oui. c'est un détail, mais vous êtes sûr que pour hx, on ne mettrait pas plutôt h de u? Si on revient à la définition, et du coup, on aurait uk. Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, c'est un U. Ça. Oui, oui, excusez-moi. Okay. Vous avez raison. Je vais le changer. Je vous demande quelques secondes. Alors, est-ce que vous avez récupéré le... Je suis encore en train de recopier.
Est-ce que l'affichage se fait normalement? C'est bon? Oui. Parfait. Donc voilà, merci pour cette remarque. On laisse toujours traîner des erreurs. Donc, vous voyez que dans le cas particulier où H va de Rn dans R est une fonction convexe propre SCI de la forme séparée, c'est-à-dire cette fois-ci chaque variable est de dimension 1, avec justement des fonctions HK qui sont elles aussi convexes propres SCI, alors le prox H, il est donné, donc c'est un produit cartésien, mais qui devient juste un élément, un point, donc qui est le prox H1 de X1, etc., jusqu'à prox Hn de Xn. Donc il devrait y avoir normalement une accolade ici, de part et d'autre, parce que par définition, prox H de X, c'est un ensemble, qui est un produit cartésien de singletons en dimension 1. Et vous vous souvenez qu'on avait fait admis l'abus de notation qui consiste à ne pas mettre les accolades. Donc ici, on a un singleton qui est noté comme ceci. Alors, si on couple ce résultat-là, qui nous donne le prox d'une fonction en variable séparée, avec l'exercice précédent dans lequel on avait calculé l'opérateur prox en dimension 1 correspondant à la fonction x pour image alpha, valeur absolue de x, on va pouvoir calculer ce qui sera très utile, bien sûr, le prox de la fonction norme L1 de alpha fois la norme L1 d'un vecteur x, qui est justement la fonction dont je vous ai dit qu'elle était très importante en imagerie à chaque fois qu'on voulait imposer des contraintes de parcimonie sur l'objet. Est-ce que je peux tourner? Oui. Donc, du coup, comme promis, maintenant, on va calculer le prox H, où H est alpha fois la norme L1 de X. Je rappelle que la norme L1 de X, c'est la somme des valeurs absolues des xk. Donc, c'est bien une fonction qui est en variable séparée. Et on a déjà calculé alpha fois la valeur absolue de x. Le prox correspondant à alpha fois valeur absolue de x.
Monsieur, Oui. est-ce qu'on aurait pu, dans la diapo précédente, au lieu de mettre des virgules entre les prox, des croix ou pas? Alors, en toute rigueur, on aurait dû écrire ça. Prox, donc prox H1 de X1, croix, etc. Effectivement, prox Hn de Xn. D'accord. Mais en fait, ça, c'est comme chacun des prox est un singleton dans R, ce que vous obtenez, c'est un ensemble qui est en fait un singleton dans Rn. Oui, D'accord? Et ce singleton dans Rn, eh ben, on l'écrit simplement sous forme d'un point, sans mettre les accolades. Mais vous avez raison, on aurait pu mettre le produit. ça marche, ok. Donc là, on va appliquer ça au calcul de l'opérateur prox de la norme L1, pondéré par alpha. Donc vous voyez que la norme L1, ben, elle peut s'écrire sous la forme somme de k égale 1 jusqu'à n des nu de xk, avec nu de x égale alpha fois la valeur absolue de x, dont on a déjà calculé le prox dans le dernier exercice, avant celui-ci. Et donc, on va pouvoir écrire que le prox h de x, ben, comme ça, c'est une fonction qui clairement est convexe, propre, semi-continue inférieurement et même continue. On a que le prox h de x va être le point prox nu de x1 jusqu'à prox nu de xn. Et ça, on l'a déjà calculé dans un exercice antérieur. Donc, en fait, c'est valeur absolue de x1 moins alpha, partie positive, fois le signe de x1, etc. Même chose pour chacune des composantes. Donc ça, vous voyez, c'est un opérateur prox qui est explicite. Il n'y a pas besoin de rentrer dans une boucle d'optimisation pour le calculer. Ça se code facilement, ça. Une valeur absolue, puis une soustraction, une partie positive, bon, ben, ça c'est tout simple. Et multiplié par un signe, ça va tout seul. Ça, c'est vraiment une fonction qui est complètement explicite. Voilà, je peux tourner ? Oui. Alors, un cas particulier important, en fait, c'est l'opérateur prox qui est associé à la fonction qu'on a appelée indicatrice ou caractéristique, je ne sais plus comment on l'a nommée, d'un ensemble. Donc, vous vous souvenez, si on a un ensemble C, l'ensemble convexe fermé non vide, on parle parfois de la fonction indicatrice de l'ensemble C. C'est la fonction qui vaut 0 lorsque l'argument est dans C et qui vaut plus l'infini lorsque l'argument n'est pas dans C. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez juste 2 secondes revenir à la page précédente, excusez-moi. Oui, bien sûr. C'est bon, merci. C'est bon. Donc, vous vous souvenez de cette fonction qu'on a utilisée au premier semestre parfois, peut-être même dans ce chapitre, au début de ce chapitre. La fonction indicatrice, ici, c'est la fonction qui vaut 0 lorsque l'argument ici est dans C et plus l'infini lorsque l'argument n'est pas dans C. D'accord ? C'est une brave fonction convexe, propre, semi-continue inférieurement. Dès lors que l'ensemble est fermé et non vide, la fonction delta C est convexe, propre,
semi-continu inférieurement. Donc, on s'attend à ce que le prox, ici, de cette fonction-là, retourne un singleton. Et en fait, cet opérateur-là, c'est simplement l'opérateur de projection sur C. Hein, autrement dit, pour tout x dans Rn, le prox de delta C, évalué en x, c'est la même chose que l'argmin de u moins x au carré pour u parcours en C. Et ça, c'est la projection de x sur C. En fait, c'est une évidence, hein, c'est une quasi-évidence, hein, puisque C est convexe propre fermé, puisque C est convexe fermé et non vide, la fonction delta C est convexe propre SCI, comme on l'a dit à l'instant. Et donc, ici, le prox est un singleton. Donc, vous appliquez directement hein, la formule pour l'application proximale et vous allez obtenir sur cet argmin-là. Vous avez un demi ici plus delta de C normalement et U parcours Rn. Et faire ça, c'est pareil que de minimiser pour U parcours en C. Et le 1 demi ne change pas l'argmin. Deux, un. Deux, zéro, un. Deux, zéro, un, zéro, zéro. Deux, zéro, un, zéro, zéro. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut tourner? Pas encore. C'est bon. C'est bon?
Alors, maintenant, on va parler très brièvement du sous-différentiel d'une somme, parce qu'on va en avoir besoin juste après. Donc là, c'est pareil, on ne va rien démontrer, on va simplement s'appuyer sur ce qu'on sait dans le cas de la différenciabilité. Lorsque vous avez deux fonctions, h1 et h2, qui sont toutes les deux différenciables en un point x, ben leur somme, h1 plus h2, est aussi différenciable, et la différentielle de la somme est égale à la somme des différentiels. Alors pour les sous-différentiels, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on a le même résultat, mais avec une petite hypothèse qui est une sorte de qualification. Donc on a le théorème suivant, si on a deux fonctions h1 et h2 qui vont de Rn dans moins l'infini plus l'infini, donc vous voyez on a ouvert à gauche pour interdire la valeur moins l'infini et fermé à droite, deux fonctions qui sont toutes les deux convexes propres dont l'intérieur relatif des domaines se rencontre. Alors pour tout x dans Rn, j'ai que le sous-différentiel de la fonction somme, c'est la somme. Alors, cette fois-ci, le plus ici, ce n'est pas le même plus qu'ici. Hein. Ici, j'additionne des valeurs réelles, enfin, ou réelles étendues, hein, sans ambiguïté parce que j'ai exclu justement la valeur moins l'infini. Alors qu'ici, j'additionne des ensembles. Hein, c'est un plus vectoriel, mais au sens des ensembles. Dans le membre de droite, ici, en fait, il s'agit vraiment de deux ensembles que j'additionne. Donc, je regarde l'ensemble de tous les vecteurs qui s'écrivent comme la somme d'un vecteur de ce premier ensemble et d'un vecteur de ce deuxième ensemble. D'accord ? En tout cas, la forme hein, de la formule ici, elle est agréable hein, parce qu'on peut effectivement dire que le sous-différentiel d'une somme, c'est la somme des sous-différentiels. Attention, on a une petite subtilité ici hein, qui est quand même que on veut que les intérieurs relatifs des domaines des deux fonctions se rencontrent. Je peux tourner ? Pas encore, s'il vous plaît. Non.
1. 1. C'est bon, je suis prêt. C'est tout bon? Parfait. Alors ça va nous rendre de fiers services, comme vous allez le voir. Donc pour établir un très joli théorème, donc on va se donner une fonction h, le Rn dans moins l'infini plus l'infini, comme précédemment, ouverte à gauche et fermée à droite. Donc on exclut la valeur moins l'infini, hein, et on suppose que h est une fonction convexe propre SCI, de sorte que, comme on l'a vu précédemment, comme on l'admet, hein, le prox de h retourne systématiquement un simpleton. Alors, il y a équivalence entre U0 est égal à prox h de x, mais aussi x moins U0 appartient au sous-différentiel de h en U0. Donc, notez que le U0 ici, c'est le même que celui-ci. Et point C, le point C, en fait, c'est juste une traduction immédiate, hein, de cette appartenance ici. Pour tout y dans Rn, x moins U0 scalaire y moins U0 est inférieur ou égal à h de y moins h de U0. Donc ça, c'est en fait l'équivalence entre B et C ne pose pas de problème, hein, c'est juste, comme on va le voir, formaliser un peu plus loin, c'est juste par définition du sous-différentiel de h en U0. Donc pour démontrer ceci, bon, on va essentiellement établir l'équivalence entre A et B. Donc U0, c'est le prox h de x, si et seulement si, par définition. U0 est le vecteur de Rn qui minimise la fonction h de u plus 1 demi de u moins x en norme au carré. Mais écrire ceci, dire que U0 minimise cette fonction convexe, c'est dire que 0 appartient au sous-différentiel de cette fonction convexe en question en U0. Je regarde cette fonction comme une fonction de U et je suis en un point du minimum lorsque 0 est dans le sous-différentiel de la fonction en ce point. D'accord? Et maintenant, ici, ce que j'ai, c'est la somme de deux fonctions. Et il est clair que le domaine de cette deuxième partie, c'est Rn tout entier. Donc la qualification qui implique les intérieurs relatifs de l'intersection des intérieurs relatifs du domaine, elle va toujours être satisfaite, hein, puisque le domaine est une fonction convexe propre et forcément non vide. Et le domaine de celle-ci, c'est Rn tout entier. Donc si les deux domaines se rencontrent, leurs intérieurs relatifs aussi. Du coup, je peux écrire que le sous-différentiel de cette somme, ici, c'est la somme des sous-différentiels. Donc, c'est dH en U0, premier sous-différentiel. Et le sous-différentiel de cette fonction qui est différenciable, ben, c'est justement le gradient. C'est juste le gradient. Hein, et le gradient de U moins X norme au carré sur 2, c'est U moins X. Appliqué en U0, ça devient U0 moins X. Et donc, ça me donne l'équivalence entre A et B. Et puis, comme on l'a déjà dit, l'équivalence entre B et C résulte immédiatement de la définition du sous-différentiel.
monsieur, Oui. c'est quoi la définition du sous-différentiel déjà? J'ai un peu oublié. Bah là, bah, le sous-différentiel, alors, c'est l'ensemble de tous les sous-gradients. Et un vecteur est un sous-gradient d'une fonction h sur un point u0 qui pour tout y, h de y est supérieur ou égal à h de u0 plus le sous-gradient fois y moins u0. D'accord. Ah oui, Elle je est vois. rappelée là, en fait, la définition. Elle est présentée différemment, mais c'est la même chose. Voilà. Ok, ok. Vous me dites quand c'est bon. Je peux tourner. Bon pour moi. Pour tout le monde aussi? Alors, on y va. Pas encore, s'il vous plaît. Ah, pardon. Merci. C'est bon, merci. Alors, une conséquence de ça, c'est que si h est une fonction convexe propre semi-continue inférieurement, alors il y a équivalence entre x minimise h et x égale prox h de x. Et ça, vous pouvez retenir cette condition comme le fait que x est en quelque sorte un point fixe de l'application prox index h. Donc, si je regarde la condition A, c'est-à-dire x minimise h, donc ça, vous savez depuis toujours, enfin depuis au moins quelques mois, que c'est la même chose que de dire que 0 est dans le sous-différentiel de h en x. Et 0, je peux toujours l'écrire x moins x. Et ça, en fait, la dernière, c'est la même chose que de dire que x, c'est le prox h de x, d'après le théorème précédent. C'est bon? Encore un instant, s'il vous plaît.
C'est bon. Très bien. Donc, maintenant, on va. Donc, tout ce qu'on vient de voir, là, ce sont des choses qui sont un peu déroutantes au premier abord, mais qui ne sont vraiment pas difficiles. Il faut simplement avoir la patience d'y revenir un petit peu de temps en temps. Voilà. Et petit à petit, les choses vont devenir un peu plus intuitives. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme le chapitre d'analyse convexe. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait dedans qui sont pas forcément immédiates à mémoriser parce que c'est difficile de se développer une intuition. Mais c'est comme tout, il faut y revenir de temps en temps. Et petit à petit, on se crée une vision des choses. Donc maintenant, on va revenir à l'algorithme du gradient proximal pour la résolution des problèmes de la forme qui est ici, c'est-à-dire la minimisation d'une fonction composite, dans laquelle je vous rappelle qu'on était susceptible d'avoir une deuxième composante ici qui est non différenciable. Je ne comprends pas comment W appartient à F. Donc, problème important pour les applications en image parce que justement, à cause de cette mode actuelle qu'on a pour les fonctions G qui encouragent la parcimonie. Donc, l'algorithme du gradient proximal, il va s'écrire comme ceci. Donc, on va choisir un x0 dans l'intérieur du domaine de F. Et puis, tant qu'une condition d'arrêt n'est pas satisfaite, on va choisir un pas, alpha k, et puis calculer donc le xk plus 1, l'itéré suivant, à l'aide donc d'une partie qui est la méthode de plus profonde descente, d'accord, appliquée à la fonction f, suivie de l'application de l'opérateur proximal correspondant à alpha kg. On avait déjà vu ça. Oui. Donc je vous rappelle que le schéma algorithmique auquel on s'intéresse, c'est ce schéma-là. Donc, on a une partie qui implique la partie différenciable de la fonction, c'est-à-dire la composante petit f, et une autre partie qui implique l'opérateur proximal de la fonction, de la partie non différenciable. Voilà. Et donc ça, c'est très puissant parce que justement, comme on l'a dit dans un certain nombre d'applications d'intérêt, dont la minimisation L1, cet opérateur proximal est un opérateur explicite. On a calculé tout à l'heure le prox de alpha fois la norme L1. Donc on a fait un détour par l'étude, une étude brève de cet opérateur prox. Ok. Oui, ok. Donc une grosse partie du reste du chapitre va être de montrer la convergence de cet algorithme, de ce schéma itératif, sous certaines hypothèses supplémentaires qu'on va faire sur F essentiellement.
Voilà, vous me dites quand je peux tourner. Monsieur? Oui? Alors j'avais une question. Quand on a démontré que xk plus 1 c'était égal au prox, on était parti au départ d'une hypothèse qu'on disait qu'on cherchait à minimiser une fonction lisse f sur un ensemble convexe fermé C. Et c'est pour Oui. ça qu'après on avait pu écrire xk plus 1 comme le projecteur sur C. Oui. Et après on a bien démontré que c'était égal au prox. Mais du coup je ne comprends pas pourquoi cet algorithme est par rapport au problème P que vous avez écrit sur cette diapo et non pas par rapport au moment où G c'est égal au Dirac sur C. Ouais. Alors, c'est pas Dirac, hein, attention, c'est la fonction indicatrice. Oui, pardon, je me suis... Oui. Dirac, c'est autre chose. Oui, oui, bien sûr. Alors, ce que vous dites, c'est en fait, c'est le cas particulier où justement G, ce serait la fonction indicatrice de l'ensemble C. Oui. Si on prend pour G la fonction indicatrice de l'ensemble C, on récupère comme problème la minimisation d'une fonction lisse sous la contrainte que X appartient à un ensemble convexe fermé, disons. Oui. D'accord. Et là, c'est plus général. En fait, ce cas particulier n'est pas le seul qui nous intéresse. Plus généralement, on va s'intéresser à la minimisation d'une fonction lisse plus une partie non lisse, convexe mais non lisse. D'accord. Et toutes les démos qu'on a fait sont vraies même lorsque G n'est pas l'indicatrice du coup. Absolument, absolument. Là, c'est beaucoup plus général. Hein. La minimisation sous contrainte d'appartenance à un convexe n'est qu'un cas particulier de cette écriture-là. Hein. Ça marche, ok. Merci. Voilà. Et d'ailleurs, dans le cas particulier où G est l'indicatrice d'un ensemble convexe fermé, le prox, c'est l'opérateur de convection. Ah oui, oui, oui. Je vous rappelle. Qui lui, d'ailleurs, n'est pas toujours explicite. Hein. Voilà. Sauf si, par exemple, C, c'était un parallélépipède ou voilà. Oui. Il y a des cas où l'opérateur de projection est explicite, mais il y a aussi des tas de cas où il ne l'est pas. Voilà. Donc tout ça, ça sera très intéressant sur le plan numérique à chaque fois qu'on saura explicitement calculer l'opérateur prox. Ok. Je peux tourner maintenant? C'est bon pour tourner? C'est bon. Alors, on a encore besoin de quelques petites notions qui seront utiles pour les démonstrations de la convergence de l'algorithme du gradient proximal. Donc, on va maintenant rentrer dans un paragraphe où on étudie quelques propriétés liées à la convexité. Donc, si on se donne une constante positive, on dit qu'une fonction phi de Rn dans moins l'infini plus l'infini est sigma fortement convexe. D'une part, le domaine de phi est convexe, et d'autre part, pour tout x et tout y dans le domaine de phi, et tout lambda dans 0, 1, donc vous voyez, j'ai mis des parenthèses, donc ça suffit de considérer l'intervalle ouvert ici, phi de lambda x plus 1 moins lambda y est majoré par ce qu'on a d'habitude quand on parle de convexité, donc lambda phi de x plus 1 moins lambda phi de y, sauf que là, on va amender hein, le terme qui domine par moins sigma sur 2 fois lambda fois 1 moins lambda fois la norme de x moins y au carré. Donc c'est une définition. Alors, une définition qui n'est pas très parlante, telle qu'elle, mais par contre, on a une équivalence, c'est-à-dire que ce qu'on va voir juste après, c'est que les fonctions qui sont comme ça, sigma fortement convexe, elles peuvent toujours s'écrire sous la forme d'une fonction convexe plus plus une forme plus la norme au carré
multiplié par un certain coefficient positif. Donc, vous voyez, le théorème qui fait ça est juste ici. Donc, en fait, vous pouvez écrire ici phi comme une fonction convexe, psi, hein, la fonction psi est censée être convexe, plus sigma sur 2 fois la norme de x au carré. Et ça, c'est une équivalence. Donc, ça renforce le côté convexe, hein, parce que là, évidemment, rajouter une norme au carré, ça rajouter une forme avec un coefficient positif ici, hein, c'est rajouter un parallèle, les valeurs prises sur un paraboloïde. D'accord? Donc, ça renforce en quelque sorte la notion de convexité. Donc ça, c'est voilà, c'est une définition. Vous pouvez vous amuser à essayer de démontrer l'équivalence entre la définition qui est ici et celle qui est ici. Je suis prêt pour la suite. Oui. Tout le monde, c'est bon? Non. Ah. S'il vous plaît. C'est bon pour moi, monsieur. Oui. En fait, je vous avais prévu la démonstration, donc on va essayer d'aller assez vite dessus. Donc la fonction psi est convexe si et seulement si le domaine de psi, qui est aussi le domaine de phi, est convexe. Et pour tout x, y dans le domaine de phi et tout lambda dans 0, 1, psi de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda psi de x plus 1 moins lambda y. Ça, c'est la définition de la convexité de psi. Non, ouais. Alpha 1 plus alpha 2. Alpha 1 puis alpha 2. Et cette inégalité, si je l'exprime en termes de la fonction phi, ça va me donner phi de lambda x plus 1 moins lambda y. Donc en principe, moins sigma sur 2 fois cette norme-là, mais qu'on fait passer de l'autre côté, majoré par lambda
phi de x plus 1 moins lambda phi de y moins les termes qui correspondent ici. Donc ça, il suffit d'appliquer la définition de psi en termes de la fonction phi. Alors maintenant, tout ce qui est entre accolades ici, si vous développez, vous allez obtenir que c'est juste moins lambda fois 1 moins lambda fois norme de x moins de y au carré. Qu'il est collinaire avec. Et donc, ce qu'on obtient, c'est l'équivalence avec cette inégalité-là. Moins alpha 1 moins alpha 2 plus 1 moins alpha 1. Oui. 1 moins alpha 1 moins alpha 2 plus 1 moins alpha 2 égale à 0. Je multiplie la deuxième par moins 2. Je fais une addition pour annuler la fin. C'est bon? Monsieur, Oui? j'ai une question. Quand on développe la norme au carré, Oui? là, juste en dessous, enfin là, ce que vous avez, voilà, il n'y a Oui? pas un 2 qui sort normalement devant le moins lambda, 1 moins lambda? Ou, enfin, Il faudrait reprendre. Ah, d'accord. Il faut tout développer. Là, c'est pas du tout immédiat. C'est pas. Mais il me semble que c'est juste comme ça. Oui. Mais ça prend quelques lignes pour arriver à ça. D'accord. Est-ce que c'est en cohérence avec ça? Vous me donnez un doute maintenant. 1 sur 2, non, ça a l'air d'être bon. J'ai dû vouloir aller trop vite, vous inquiétez pas. Ok. Très bien. Est-ce que je peux tourner maintenant? Oui. C'est bon pour tout le monde?
Alors, encore un résultat admis cette fois-ci. Donc, pour une fonction qui est sigma fortement convexe, propre et semi-continue inférieurement, alors, phi admet un unique minimiseur x bar. Et deuxièmement, pour tout x dans Rn, phi de x moins phi de x bar est supérieur ou égal à sigma sur 2 fois la norme de x moins x bar au carré. D'accord? Donc ça veut dire que si j'interprète cette inégalité, ça veut dire que si je pars de x bar, que je m'éloigne vers x, la variation de phi correspondante est minorée par le fameux sigma sur 2 fois la norme au carré de x moins x bar. Autrement dit, le phi de x, il va être minoré par le phi de x bar plus l'accroissement quadratique correspondant à l'éloignement. C'est bon? Oui. Alors, on a déjà vu cette définition, mais je vous la redonne. Si f est une fonction et oméga un ouvert contenu dans le domaine de f, sur lequel la fonction f est différenciable, on dit que la fonction f est de gradient grand L lipschitzien, ou simplement L lisse, donc de gradient L lisse, si, sur oméga, si en fait l'inégalité de type Lipschitz qui est ici est satisfaite. C'est-à-dire si je prends deux points x, y par oméga, et j'évalue les gradients de f en ces deux points, je prends la norme, ça doit être majoré par la fameuse constante L fois la norme de x moins y. Donc ça, on a déjà vu ça. Voilà, et on a donc, pour les fonctions qui sont de gradient L lipschitzien, on a l'inégalité suivante. Pour tout x et y dans oméga, qui est donc un ouvert, je vous rappelle, contenu dans le domaine de f, on a que f de y est majoré par f de x plus la partie linéaire, en quelque sorte,
de l'accroissement entre x et y, donc gradient f en x scalaire y moins x, qui au passage d'ailleurs est la dérivée directionnelle de f au point x dans la direction y moins x, plus une partie quadratique qui est L sur 2, norme de x moins y. Alors on se référera plusieurs fois à ce résultat, qui est connu dans la littérature en anglais sous le nom de descent lemma. Est-ce que je peux tourner? Oui. Alors la démonstration, elle va utiliser en fait, on va simplement pour traduire la variation de f entre x et y, on va utiliser le calcul intégral. On va intégrer la variation infinitésimale qui est décrite ici. Donc j'intègre entre 0 et 1 le produit scalaire entre le gradient de f en x plus t fois y moins x et y moins x. Donc c'est le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral dans la version vectorielle. On suit simplement la droite entre x et y. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un terme et puis le retrancher. Vous voyez que le terme gradient f en x scalaire y moins x ne dépend pas de t. Donc si je le rajoute comme intégrand et que j'intègre entre 0 et 1, je le retranche sous cette forme. D'accord ? Cette partie-là que j'ai rajoutée dans l'intégrale compense exactement ce qui est ici. Voilà. Et ici, on voit effectivement apparaître ici les valeurs
du gradient de f en 2 points différents. Ces valeurs étant, ces vecteurs étant contrôlés, la norme de la différence étant contrôlée par justement l'inégalité de type Lipschitz. Donc on va jouer là-dessus maintenant. Donc je fais passer ce terme de l'autre côté, je mets des barres de valeur absolue. Donc ça me donne l'égalité avec la norme, la valeur absolue de cette intégrale. Jusque-là, c'est trivial. Maintenant, je vais utiliser le fait que la valeur absolue de l'intégrale est majorée par l'intégrale de la valeur absolue. Donc là, j'ai la valeur absolue de mon produit scalaire ici. Et là, ça doit déclencher le réflexe de regarder. Donc ici, on a une valeur absolue d'un produit scalaire. C'est quelque chose que je vais pouvoir majorer d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz par le produit des normes des deux vecteurs impliqués dans le produit scalaire. D'accord? Donc ça, cette inégalité-là, c'est Cauchy-Schwarz. Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est d'utiliser la fameuse inégalité de Lipschitz. Alors, ce qui va différencier ce vecteur-là de ce vecteur-là, c'est le vecteur t fois y moins x. Donc, en fait, cette norme va pouvoir être majorée par grand L fois la norme de t fois y moins x. Et par homogénéité de la norme, je vais pouvoir faire sortir le t. Donc, devant la norme de y moins x, je me retrouve avec t fois L. Et là, j'ai un carré parce que j'avais déjà la norme de y moins x ici. D'accord? Donc, tout ça, c'est constant. Ça peut sortir de l'intégrale. Et ensuite, il me reste juste à intégrer t entre 0 et 1. Et si j'intègre t entre 0 et 1, c'est bien sûr 1 demi. Donc, la dernière intégrale ici, c'est L sur 2 fois la norme de x moins y au carré. Donc, j'ai même obtenu un petit peu mieux que ce qu'il y a dans l'énoncé du lemme de descente. Puisque ce que j'ai majoré, en fait, c'est cette valeur absolue-là. En particulier, j'obtiens que f de y est majoré par f de x plus cette partie-là, plus L sur 2 fois la norme de x moins y au carré. Donc, je vous propose de faire une pause de 10 minutes environ, ou un quart d'heure si vous préférez.
pour prendre un peu une respiration avant ce qui suit, qui est un peu technique, un peu difficile, hein, sur lequel vous allez souffrir. Jusque-là, en fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que c'est quand même pas extraordinairement difficile. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou si vous avez besoin d'approfondissement, si je vais trop vite. Monsieur, juste Oui, l'avant-dernière ligne, c'est vous avez utilisé la définition, c'est ça? c'est celle-ci là. Oui. J'ai utilisé la définition de la L-Lipschitzianité du gradient de f. Hein. Ok, c'est ça. Ok. Ouais. Merci. Bon, on reprend à 50 piles, ça vous va? Il est 16h40, je vous propose de reprendre à 16h50. D'accord? Je reste en ligne, hein, de toute façon, je ne bouge pas. C'est bon? Oui. Oui. Très bien. À dans 10 minutes alors.